Alors maintenant qu'on a découvert ensemble le premier principe, donc le premier principe qui était la conservation de l'énergie, eh bien on va essayer de découvrir le second principe de la thermodynamique. Alors pourquoi un second principe? Bien, parce que le premier principe, donc, qui pour rappel était la conservation de l'énergie, donc à l'intérieur d'un système, et le fait que l'énergie interne puisse être uniquement modifiée par des apports de chaleur ou de travail avec l'extérieur, eh bien on avait une autre chose sous-jacente à ce principe, donc qui était justement le fait que la chaleur et le travail soient deux choses équivalentes, eh bien on se rend compte que si on a par exemple un système qui respecte le premier principe, donc on peut prendre le système qui est présenté là, donc un système isolé dans lequel je vais avoir en fait deux parties à mon système, donc isolé, donc j'ai pas d'échange avec l'extérieur. Je vais avoir une partie à une certaine température, une paroi entre les deux qui laisse passer la chaleur et une autre partie à une température T2. Eh bien, je vais avoir un transfert du plus chaud vers le plus froid. Et une fois que le système sera à l'équilibre, bien, je ne pourrai pas recréer ce déséquilibre, bien que l'énergie a été conservée. Donc on voit que le système de conservation d'énergie ne nous permet pas de dire oui, mais ok, l'énergie est conservée, mais pourquoi, si elle est conservée, je ne peux pas retourner à l'état initial. Hein, donc on voit qu'il y a un côté irréversible à cette transformation. Et c'est le même exemple de se dire, bah, tiens, j'arrive dans une pièce avec un café chaud, et si mon café est chaud, si j'attends un petit peu, il va se refroidir, donc il va céder de la chaleur à la pièce. Eh bien, si je veux récupérer un café chaud, ce ne sera pas possible. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes qui sont comme ça irréversibles, notamment donc, le transfert thermique dont je viens de parler. On peut avoir aussi des réactions chimiques spontanées, comme des combustions, des mélanges qui sont spontanés. Donc là, vous pourriez prendre l'exemple d'un verre d'eau avec de la grenadine dedans. Eh bien, lorsque vous avez l'eau et la grenadine qui sont mélangés, eh bien c'est impossible de les reséparer. Vous pourriez avoir du frottement, hein. Donc ne serait-ce que même frotter vos mains l'une contre l'autre, vous allez produire de la chaleur. Ce sera impossible de récupérer un travail de ça qui vous fait rebouger les mains. Il y a aussi du courant qui passe dans une résistance, où là on a le courant électrique qui va produire de la chaleur, comment après récupérer l'électricité, etc. Et vous avez peut-être vu également au cours de Madame Bosch de matériaux métalliques qu'il y a des déformations qui sont soit élastiques, donc ça veut dire que le matériau va reprendre sa forme, et ou des déformations qui sont inélastiques, où le matériau ne va pas reprendre sa forme. Donc par exemple, typiquement, lorsque vous avez une bosse dans une carrosserie de voiture ou autre, eh bien là vous avez une déformation qui est faite et la carrosserie ne revient pas à sa place. Alors, d'où est-ce que peuvent venir toutes ces sources d'irréversibilité? Bien, en fait, il faut regarder euh, quelles sont en fait les transformations qui sont faites. Et si on prend une transformation qui va dans le diagramme PV d'un état 1 à un état 2, eh bien, il y a, ici on va prendre l'exemple de trois chemins différents, mais il y a une infinité de chemins. Et quelles sont les différences? Parce qu'on sait bien que l'état 1 et l'état 2, eux, ils ne dépendent pas du chemin parcouru, parce qu'en fait, ils sont définis uniquement par des variables d'état. Donc, on voudrait en fait trouver quelque chose qui nous permet de dire, ok, je passe de 1 à 2 en ayant ben, quelques en fait notions sur le trajet parcouru. Et le trajet parcouru, en fait, les deux choses qui vont changer, c'est la chaleur et le travail. Ce ne sont pas des variables d'état, eux, ils vont varier en fonction du chemin. Et donc, on aimerait bien essayer de trouver des variables qui vont nous donner une information justement sur les chemins parcourus ou qui vont peut-être, en tout cas, nous permettre d'avoir un lien avec la quantité de chaleur et le travail qu'il faut pour passer de 1 à 2. Alors, la question qu'on va d'abord se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une variable d'état qui est liée au travail? Alors, pour rappel, le travail, on avait dit, tiens, le travail W, si on se rappelle en fait de l'exemple qui était donné donc avec un piston dans un cylindre, hein. Donc j'ai hop mon cylindre avec un piston et si vous vous souvenez de ça, eh bien j'ai une variation ici de volume qui est dV et j'ai une force qui s'oppose qui est la pression et donc le travail va être la force, donc c'est la pression fois la surface et le déplacement ici qui est un déplacement dx et la surface fois le déplacement dx va nous donner le dv si vous vous souvenez et donc je vais avoir bien le travail qui est défini comme moins l'intégrale de 1 à 2 de pdv. Du coup, je vais essayer de trouver quelque chose et de me dire, tiens, est-ce que je peux écrire justement euh, un dw est égal à moins pdv? Alors cette question-là, pour cela, vous avez besoin
de faire un tout petit peu de mathématiques. Alors, je reçois en ce moment beaucoup de publicités de YouTube qui pensent que ma carrière de YouTubeur est complètement en train de décoller et me suggèrent quelque chose pour amener encore plus de visiteurs, c'est-à-dire un featuring. On va donc voir si je peux trouver un prof qui va pouvoir nous aider en mathématiques tout en faisant un featuring avec moi. C'est parti. Hello Benjamin, je suis tout prêt pour ton featuring. Quoi? Ah non, tu veux pas ça? Quoi, tu veux que j'explique la thermo? Mais moi j'y connais rien moi, en thermo. Non, t'es sérieux? Parce que moi je pensais que... Non? Bon, bon, je suis déçu. Je parie que les étudiants aussi. Thermo. Quoi? Variable d'état? Slide 30. Attends que je regarde ça de plus près, hein. Peut-on trouver une variable d'état liée au travail? Euh, T'es sûr que les étudiants comprennent ça ici? Parce que ça, c'est une intégrale, hein. Ah oui, le 1 et le 2. Tout le monde a bien compris que ce n'est pas des chiffres là. 1 et 2, ce sont des états. On va d'un premier état à un deuxième état, parce que là, il y a un dV. Et ce dV, ça veut dire quoi? Un bout de volume. Tu ne peux pas avoir un volume qui va de 1 à 2. On va d'un état 1 à un état 2. Et donc, tu demandes, est-ce que ce, ce moins PDV ici correspond à une différentielle du travail? C'est des questions difficiles. Je comprends que tu aies fait appel à moi. On va regarder ça un peu plus en profondeur et regarder c'est quoi encore une différentielle exacte. L'année passée, en première, les amis, vous avez appris c'est quoi la différentielle totale avec moi. Ici, on voit quelque chose qui est très, très lié à ça. C'est une différentielle exacte. Regardons. Quand tu écris une forme comme ça, oméga est p dx plus q dy, hein, on appelle ça exact si c'est la différentielle d'une certaine fonction f. Ça, c'est vraiment le genre de choses que nous avons vu l'année passée. Si tu prends une fonction f, tu peux calculer la différentielle totale. Permettez-moi de faire ça ici à la main. Ouais, donc la différentielle totale, souvenez-vous, quand tu as une fonction de deux variables, la différentielle totale, df, par définition, c'est df dx fois dx plus df dy fois dy. Oh monsieur, ça date, on a réussi, nous on n'a plus besoin de ça. Ah oui, si, on a quand même encore besoin de ça. La différentielle totale, c'est ça, et on a vu ça dans le cours d'Elec-Mat en fin d'année. Et donc ici, on pose la question dans l'autre sens. On part d'une forme différentielle qu'on appelle oméga, p dx plus q de y, et on se demande, est-ce que cette forme différentielle, est-ce que ça correspond à une comme ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est la différentielle totale d'un certain f? Est-ce qu'il existe une fonction f telle que ceci, cette forme que je vous donne, la forme différentielle qui est là, soit bien la différentielle totale de ce f? C'est exactement le genre de questions auxquelles nous avons répondu l'année passée en Elec-Mat. Donc, je fais un petit peu de rappel d'abord pour que vous voyez comment ça marchait encore pour savoir si on avait ce qu'on appelait nous un champ conservatif. Donc, je rephrase la question. Nous, ce qu'on nous demandait, c'était est-ce que le champ vectoriel PQ est appelé conservatif? Oh mon Dieu, ça date tout ça. Ouais, ça date. Et donc, on va un peu rafraîchir ça. J'ai fait un petit résumé justement dans les slides de M. Berger. Donc, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce qu'une forme différentielle est exacte? Lorsque le P correspond à df dx et que le Q correspond à df dy. Et la façon, le critère mathématique pour rapidement savoir si c'est le cas ou pas,
c'était de regarder si dP dy est égal à dQ dx. Je fais ici appel au théorème de Clairaut, qui était 14.3 dans le Stewart, mais voyez pourquoi. Si ça doit être égal à ça, et ça égal à ça, donc P doit être égal à df dx, et Q doit être égal à df dy, ça veut dire que si je prends dp dy, c'est comme si je prends ceci que je dérive une seconde fois vers y maintenant. Je prends ça, je dérive vers y, ok? Et nous savons que ceci devrait aussi être df dy que tu dérives vers x, donc dq que tu dérives vers x. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais dp dy égale à dq dx. Nous l'avions démontré aussi par le théorème de Green, qui est ultra important, hein, que lorsque dp dy est égal à dq dx, alors on a un champ conservatif, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, p dx plus q dy est une forme différentielle exacte. Et ça veut dire quoi aussi? Encore un truc de rappel de l'année passée, quand tu écris l'intégrale suivante, et chez nous c'était une circulation, une intégrale curviligne, ici c'est dans un contexte de thermodynamique plus général, quand vous intégrez la forme oméga, et vous allez d'un état à un état 2, là j'ai mis mon petit grain de sel pour m'assurer absolument que tout le monde a compris que ce n'est pas des chiffres 1 et 2, mais que ce sont bien des états. Si tu vas d'un premier état à un deuxième état, en fait, tout ce qu'il suffit de faire, ça c'est le théorème fondamental de l'intégration, le théorème fondamental de l'analyse, en fait, pour des intégrales curvilignes, c'était possible de dire, mais il suffit de faire le potentiel scalaire dans l'état final moins le potentiel scalaire dans l'état initial. Ah, donc vous ne pouvez pas dire à M. Berger, non, on ne comprend rien de tout ça, parce qu'en fait, on a vu tout ça, nous. Ouais. C'est-à-dire, l'intégrale ici, elle ne dépend pas du chemin d'intégration, dépend uniquement du potentiel scalaire aux extrémités. Les vidéos d'Elekmat sont toujours disponibles, donc vous pouvez toujours aller re-regarder ces cours. C'est toujours là. Les liens sont restés les mêmes, donc vous pouvez aller voir et vous verrez que j'avais montré un exemple tout à fait similaire avec le poids et l'énergie potentielle. Et donc si tu faisais l'intégrale curviligne dans ce cas-là, pour calculer le travail du poids, qu'il suffit en fait de connaître le potentiel scalaire, c'est-à-dire l'énergie potentielle aux extrémités. C'est exactement ça. J'ai mis en grisé que ça veut aussi dire que le champ vectoriel PQ est conservatif. C'est pour vous pour faire un lien, mais ce n'est pas quelque chose que M. Berger va utiliser. Ok? Donc une forme différentielle est appelée exacte si elle est intégrable. Ouais? Si elle est intégrable, c'est-à-dire il existe un f tel que oméga est égal à df. Ouais, donc on peut l'intégrer, il existe un f, un potentiel scalaire. Alors, parfois ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on appelle ça une forme différentielle inexacte. Ouais, donc tu peux écrire des choses comme ça, qui sont inexactes, ouais, du moment que dp dy n'est pas égal à dq dx. Alors prenons ici du recul. L'exemple qui vous intéresse là, dans ce cas-ci, si je reviens vers le slide sur lequel on est arrivé, ici je peux écrire que le travail c'est égal à ça. Mais est-ce que du coup ça veut dire que moins PdV est une différentielle exacte? Non. Non. Tout dépend si cette intégrale dépend du chemin d'intégration, oui ou non. Et là, vous êtes censé déjà savoir, encore avant, ouais, vous êtes censé déjà savoir que le travail n'est pas une variable d'état, elle dépend du chemin. Ouais, donc le travail, ça dépend du chemin emprunté. Le fait que ça dépend du chemin emprunté, et c'est pareil pour la chaleur, ça veut dire que ce n'est pas une différentielle exacte. Ouais. Donc, un exemple d'une forme différentielle inexacte, c'est le travail. Ça possède une différentielle inexacte, c'est pas dw, mais on écrit un delta w. Ouais, pour indiquer cette différence qu'on a bien compris que delta w n'est pas une différentielle exacte. Ouais.
Alors, c'est un problème, ça? Oui, c'était un problème. C'était un problème parce que du coup, en fait, on ne peut pas, euh, on ne peut pas la considérer comme quand on était consentif, qu'on a le chemin qui n'a aucune importance, etc., etc. Et on va justement, dans l'étape suivante, on va justement se demander, est-ce que je peux la rendre exacte d'une manière? Est-ce que je peux faire quelque chose pour euh, remédier à ce problème que c'est inexact? Alors, un petit exemple mathématique pour être bien clair, cette forme oméga ici, elle est inexacte. Ouais, donc ici, le P c'est moins Y et le Q c'est X. Quand je dérive P vers Y, ça fait moins 1. Quand je dérive Q vers X, ça fait 1. Moins 1 n'est pas égal à 1 et donc ceci est une forme inexacte. Ok? Et à l'aide de cet exemple mathématique, je vais vous montrer qu'il y a moyen de la rendre exacte, cette forme. Ouais, donc on y va. Je prends cet exemple précis. La forme moins y dx plus x dy est une forme inexacte. Donc j'espère que tout le monde a bien compris. C'est p dx plus q dy. Ce sont les noms que nous avions donnés l'année passée, souvenez-vous. Donc ici, nous avons cette forme-là. C'est bien inexact parce que ça, dérivé partiellement vers y, c'est pas égal à ceci dérivé vers x. Okay, mais je vais essayer de la rendre exacte. Je vais essayer de la rendre exacte et la méthode que je vais utiliser s'appelle la méthode du facteur intégrant. Le facteur intégrant, ça devrait vous rappeler quelque chose. Le facteur intégrant, c'est une méthode que nous avons vue dans les équations différentielles, en dynamique. Donc un contexte, a priori, on se dit, ça n'a rien à voir. Ouais. Je vais vous montrer où est le lien avec, ici donc, thermodynamique. On est en train de retomber sur des notions vues en élecmat et aussi des notions de la dynamique. Donc, permettez-moi de montrer comment je peux rendre cette forme inexacte, comment je vais pouvoir la rendre exacte à l'aide d'une méthode qui se base sur ce que nous avons fait l'année passée en équadif. Donc en fait, je vais considérer, et là vous devez prendre note parce que je n'ai pas écrit tous les détails sur les slides, considérer l'équadif suivante. Une équadif premier ordre, linéaire, ouais, donc vraiment la base de la base, considérer l'équation différentielle suivante. Donc j'écris la même chose que là, mais je mets est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle. Alors, peut-être vous ne le voyez pas tout de suite. Pour la mettre sous la forme que vous connaissez bien, je vais tout multiplier par 1 sur x. Donc en gros, je vais tout diviser par x. Si je divise toute cette équation par x, et je vais aussi la diviser par dx, hein, donc je vais diviser par x et aussi par dx. Regardez un peu ce qui se passe quand tu divises par dx déjà, et en plus par x, je vais me retrouver avec moins 1 sur x, y, ça vient de là. Et ici, si je divise par x, je n'ai plus ce x, et dy dx, ça donne y'. Ouais. Ça, c'est une équation différentielle telle qu'on l'écrivait l'année passée, avec ici dy sur dx. Donc voilà, ça c'est une autre manière d'écrire la même équadif. Ok. Et une équadif comme ça, elle est bien linéaire, ouais, premier ordre. Il n'y a que y et y' sans carré, des choses comme ça. Okay. Et on avait une méthode, la première méthode qu'on a vue, c'était le facteur intégrant. Alors le facteur intégrant, vous ne vous souvenez peut-être pas exactement de ça. Allez voir dans le chapitre 9 de Stewart. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur intégrant. Je vais même vous redonner la formule. C'était E exposant de ceci. E exposant l'intégrale de ceci, pardon. L'intégrale de ceci. Évidemment, maintenant, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais bon Dieu, j'ai complètement oublié d'où vient cette formule. Je ne vais pas tout réexpliquer non plus de la première, mais on prenait l'exponentielle de l'intégrale de ça. J'expliquerai après pourquoi exactement. Donc, ça fait moins ln de x. Le moins 1, le moins, je le mets dans l'exposant et je trouve 1 sur x.
Donc nous, quand on parlait du facteur intégrant en maths, c'était ça. Le phi est un facteur intégrant en maths. Et qu'est-ce qu'on voulait dire avec facteur intégrant? Eh bien, ça voulait dire que si tu prends cette équation et tu multiplies par le facteur intégrant, qui est dans ce cas 1 sur x aussi, donc c'est un hasard, entre guillemets, qu'ici on va diviser 2 fois par x, mais soit. Ici, le facteur intégrant est 1 sur x. Donc au moment où je multiplie toute l'équation par 1 sur x, on faisait ça pour une raison bien précise. C'est parce que quand vous regardez bien, ici, on voit la dérivée du facteur intégrant fois y. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais donc mon équation différentielle, je l'ai réécrite d'abord sous la forme de la première pour que vous reconnaissiez bien les choses, puis j'applique notre méthode de facteur intégrant qu'on avait vu en maths, et je tombe sur une dérivée qui est égale à 0. Donc à partir de là, en fait, à partir de là, c'est intégrable. Je peux juste intégrer et dire 1 sur x, y est égal à une constante. Ouais. Ça, c'est une technique que nous avons appliquée l'année passée. Et donc, c'est pas pour rien qu'on fait cette formule-là. Je veux que quand on dérive ça, je tombe sur ce que j'avais là. Donc, ah oui, parce que je fais la règle d'un produit, 1 sur x, y', moins 1 sur x carré, la dérivée de ça, fois y. Ah, donc, c'est pas pour rien qu'on fait cette formule-là. Mais voilà, ça nous mènerait trop loin. Ici, nous avons un bout de la première de la dynamique. Et quand je veux revenir ici à la notation différentielle qui est intéressante en thermodynamique, ça veut dire que, qu'est-ce que nous avons fait? Au final, on a pris cette forme différentielle et on a 2 fois fait cette opération. Donc ça veut dire, en gros, j'ai divisé tout ça par x carré. Donc moins y sur x carré, plus 1 sur x dy, ça, si je divise tout ici par x carré, donc c'est ma forme de tout à l'heure, si je la divise par x carré, ça, c'est une différentielle exacte. C'est la différentielle exacte de y sur x. C'est la différentielle de y sur x. Ouais, ici, c'est écrit sous forme dérivée, ici, c'est écrit sous forme différentielle, mais ça revient bien au même. Ouais. Nous avons réussi, à l'aide de ces deux divisions ici, on a réussi à écrire, à modifier notre différentiel inexact en une différentielle exacte. Ouais. Donc ça veut dire que oméga, dans ce cas-ci, donc ça c'est oméga ici, n'est pas exact. Ouais. Mais par contre, si je prends oméga divisé par x carré, là ça devient exact. Ouais, donc c'est une méthode mathématique qu'on applique, ouais, pour pouvoir rendre une forme différentielle inexacte, pour pouvoir la rendre exacte. Ok? Donc, voyons comment ça marche. Qu'est-ce que ça a comme implication? Donc ici, je résume l'exemple que nous venons de faire. Donc, ça c'est sans les détails, le résultat que nous avons obtenu. Et le facteur intégrant, donc, dans le contexte ici thermodynamique et dans un sens plus général que juste dans les équadifs, le facteur intégrant, c'est toujours une fonction. Elle peut dépendre de x et de y. Ici, ce n'est pas le cas. Une fonction qui n'est pas unique d'ailleurs. Ouais, il y en a plusieurs. Telle que si je multiplie toute ma forme oméga avec ce f, donc j'ai distribué le f, si je multiplie toute ma forme avec f, alors ça devient une différentielle exacte. C'est-à-dire ça devient intégrable, il existe une fonction, un potentiel scalaire dont cette forme est issue. Quoi. Ok? Alors, l'exemple que moi j'ai résolu ici, c'est un exemple purement mathématique, mais c'est très intéressant pour M. Berger dans le slide suivant. Donc, je vais lui repasser la main parce qu'il va vous expliquer pour le travail comment ce facteur intégrant peut vous aider à trouver une variable d'état. Voilà, moi je vous salue et à très bientôt pour les transformés de Laplace et les matrices. Ciao! Merci pour les explications, Ruben. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est un facteur intégrant et une différentielle exacte, eh bien on va regarder si on peut trouver une variable d'état qui est liée au travail. Alors, eh bien ici, on repart donc ici de l'expression delta W qui nous dit qu'en fait delta W est une différentielle inexacte, est égale à moins PDV.
Et on va avoir en fait delta W sur P qui est égal à moins dV. Ah, on a donc ici fait apparaître dV qui est seule une différentielle exacte. Et on va avoir ici en face quoi du coup de l'autre côté de l'équation? Bien si à droite on a une différentielle exacte, delta W sur P c'est une différentielle exacte. Et donc notre facteur intégrant qui permet d'obtenir une différentielle exacte à partir d'une différentielle delta W inexacte, eh bien c'est 1 sur P. Ça nous dit donc quoi? Qu'en fait on peut trouver une variable extensive qui est liée au travail et qui est aussi une variable d'état, et c'est dV en fait, donc c'est la variation de volume. Ah ça veut dire quoi en fait? Eh bien ça veut dire que dans un système fermé, eh bien toute variation de volume va être liée au travail. Ok? Alors, on pourrait aussi avoir quelque chose, en fait, si on réfléchit, donc ça c'était parce qu'on a réfléchi en disant que W était égal à l'intégrale moins l'intégrale de PDV. Si vous vous souvenez de l'équation du travail moteur, ben c'est Wm qui est égal à moins l'intégrale de PDV. Ici, c'est un petit v que je dois utiliser si je prends un petit W, plus WF bien sûr. Et si maintenant je voulais réfléchir en termes de, ça c'est pour un système qui est fermé, si j'avais un système qui était ouvert, dans le cas d'un système ouvert, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien je vais avoir Wm est égal à l'intégrale de VDP. Alors après on verra ce qu'on néglige et ce qu'on ne néglige pas, mais on va dire que c'est plus delta K plus G delta Z plus WF. Ça nous dit quoi? Eh bien, effectivement, dans le cas d'un système fermé, on a en fait moyen de trouver une variable extensive qui est liée au travail, qui est le dV. Et ici, en fait, ce qu'on va avoir comme variable d'état qui est liée au travail dans le cas d'un système qui est ouvert, eh bien, c'est le dP. Ah, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que dans un système qui est ouvert, lorsqu'on aura du TP, on aura probablement du travail associé. Alors, on peut regarder, est-ce que ça nous apporte quelque chose au niveau, ici, des irréversibilités de ce qu'on était en train de sentir? Ben, pas vraiment. Donc, on va essayer de regarder un peu plus loin et de se dire, tiens, maintenant, ça c'était pour le travail, mais est-ce que la chaleur, elle, nous donne autre chose? Alors, on va essayer de trouver quelque chose euh, qui est en lien avec la chaleur, essayer de trouver un facteur intégrant, hein, pour essayer, donc ici, bah, si delta W était une différentielle inexacte, on va avoir la même chose pour ici delta Q, et on aimerait bien donc trouver quelque chose qui nous permette en fait d'obtenir une équation différentielle exacte, une expression différentielle exacte pour la chaleur. La recherche ici, elle est un peu plus compliquée, et donc, on va se baser en fait sur des mesures expérimentales qui ont été faites. C'est ici, je vous demande donc d'accepter entre guillemets ceci, parce que vous allez me dire, tiens, mais comment est-ce qu'ils ont fait ce genre d'expérience? On peut en discuter, etc., pour voir comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte. Mais en fait, ce qui a été observé, donc c'est lors d'expériences que la somme en fait de la chaleur et des frottements, donc qui sont donc des différentiels inexacts, divisé par la température, et bien ça, sur un cycle, c'était toujours égal à 0. Alors pourquoi est-ce que c'est critique et super important, donc cette observation-là? Ben parce que ça va nous permettre en fait d'écrire quelque chose. S'ils ont dit que c'était égal à 0 sur un cycle, eh bien on va prendre l'exemple donc d'un cycle très simple. Je vais d'un point 1 à 2 via le chemin A, et puis je reviens en fait de 2 à 1 via le chemin B. Donc ça c'est le cycle le plus simple qu'on pourrait imaginer. Donc je fais une transformation de 1 à 2 et puis une transformation de 1 à 1. Alors eux, ce qu'ils avaient observé, donc, c'était que la somme de Q plus WF sur tout le cycle était égale à 0. Eh bien, sur tout le cycle, ça veut dire aller de 1 à 2 en passant par A, plus l'intégrale de 2 à 1 en passant par B. Okay, de quelle grandeur? Ben, celle qu'ils avaient observée qui était nulle, donc ça veut dire que delta Q plus WF sur T. Et donc, si je vais de 1 à 2, ici je reprends exactement la même chose, de delta de Q plus WF sur T, mais en fait, aller de 2 à 1, enfin, je vais ici passer ce terme-ci à la droite de l'équation, et donc je vais dire que aller de 1 à 2 par A est égal à moins
aller de 2 à 1 en passant par b. Sauf qu'en fait, une intégrale de 1 à 2, bien, c'est toujours égal à l'opposé d'une intégrale de 2 à 1. Et donc, en fait, ici, ce moins l'intégrale de 2 à 1, je vais pouvoir le transformer par l'intégrale de 1 à 2 en passant par b. Ok? Et pourquoi est-ce que c'est important? Ah, ben, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, du coup? Ce qu'on en conclut ici, ben, ça, c'est ce qui est écrit là, c'est aller du point 1 au point 2 en passant par A. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit de l'autre côté? Ben, ça nous dit que c'est égal à aller de 1 à 2 en passant par B. Et si ici, en fait, on a quelque chose qui est égal, cette intégrale-là, elle est égale, peu importe le chemin, eh bien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça ne dépend pas du chemin. Et donc ça, c'est une variable d'état. Ça, c'est très important comme conclusion. Okay. Donc on a ici quelque chose qui est une variable d'état. Ce delta de Q plus WF sur T, ça c'est une variable d'état. Ok, ben comme c'est une variable d'état, on va essayer de lui trouver un petit nom de variable d'état. Et ce petit nom qu'on va lui donner, en fait, eh bien, c'est l'entropie. Ok? Et donc, cette nouvelle grandeur qu'on vient de voir, qui était une différentielle exacte et qui ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, on va la baptiser l'entropie et on va l'appeler S. Ok? Et donc, on pourra écrire que, eh bien, si c'est une différentielle exacte, on peut l'intégrer. Et cette intégrale s'appelle donc delta S est égale à donc S2 moins S1. Et donc, c'est l'intégrale de 1 à 2 de delta de Q plus WF sur T. Ok? Alors, l'entropie ici, eh bien, on va donc avoir une différentielle partielle exacte qu'on va appeler ds. Et ce ds, eh bien, va être, du coup, bah ici, si delta, grand delta S était l'intégrale de 1 à 2 de delta Q plus WF sur T, eh bien là, en fait, ds va être égal à delta Q plus WF sur T. C'est ça la définition donc de l'entropie. Alors l'entropie, eh bien, on peut essayer, du coup, maintenant qu'on a une expression pour celle-ci, de la recalculer autrement. Alors on va se baser sur des choses qu'on connaît déjà, la définition de delta U, et on sait que delta U, bah, c'est Q plus W. Ça, c'est le premier principe. Et donc, c'est Q, alors W, on peut le détailler, bah, c'est moins l'intégrale de PDV plus WF. Et on a aussi que delta H, c'est quoi? Bah, c'est delta U plus delta de PV. Et donc, en fait, ici, bah, ça pour rappel, c'est quelque chose qui est égal, du coup. Ici, on va avoir quelque chose qui est égal à delta U plus, alors delta de PV, si vous vous souvenez, ben c'est l'intégrale de PDV plus l'intégrale de V dP. Et on a toujours ce qui reste, donc on reprenait donc ici, on va réinjecter ce qu'on a ici au-dessus, là-dedans, et donc on va avoir ce qui est égal à, alors delta U, on a dit c'est Q moins l'intégrale de PDV plus l'intégrale de V dP plus l'intégrale de PDV. Ça, je reprends ce qu'il y avait en dessous. Plus, on a toujours le WF. Et donc, vous voyez bien que le moins l'intégrale de PDV se compense avec ici le plus d'intégrale de PDV. Et donc, on va avoir que delta H, c'est égal à Q plus l'intégrale de VDP plus WF. Ok? Alors ici, bah donc, on va pouvoir écrire quoi? On va pouvoir, en fait, on voit ici qui apparaît de chaque côté le, ici, Q plus WF. Et là, ici en dessous aussi, j'ai aussi Q plus WF. Tiens, en fait, ce Q plus WF, une fois que je passe en différentiel, eh bien, Q plus WF sur T, ça va être justement ma définition de DS. Ok?
Ok, ben donc en gros, ici, ce qui m'intéresse alors, c'est quoi? C'est de réécrire ce que valent ces Q plus WF. Donc ici, Q plus WF va être égal à Q plus WF va être égal à quoi? Et ben, il va être égal à DU. Ok, et alors là, j'ai moins PDV, ben donc ça, je dois le faire passer de l'autre côté, et donc ça, c'est plus PDV. Et de l'autre côté, bah, Q plus WF va être égal à DH. Et ici, j'ai oublié, je suis pas assez rigolo, j'ai oublié de vous noter le delta de Q plus WF. Ici, à nouveau, delta de Q plus WF. Ça va être égal donc à DH. Et ici, on a le terme plus VDP qui va donc passer à gauche et devenir moins VDP. Ok, c'est ce qui est écrit du coup ici, qui dit qu'en fait DS est égal à donc DU plus PDV sur T est égal à DH moins VDP sur T. Il y a les formes ici encadrées en bleu sont les formes en fait compactes de l'équation. Donc c'est exactement la même chose ici où pour que ce soit plus joli à écrire, je multiplie par T de part à gauche et à droite, donc de part et d'autre de l'égalité. Et j'ai donc TDS est égal à DU plus PDV est égal à DH moins VDP. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une formulation compacte? Il faut bien faire attention qu'en fait, vous avez bien sûr U qui dépend de T et dV qui est lié à T. Et donc, en fait, lorsque vous allez vouloir intégrer, eh bien, il faut toujours refaire passer le T de l'autre côté, parce que vous ne pouvez pas dire qu'en fait TDS c'est T delta S, parce que justement, toutes les grandeurs ici à droite dépendent de la température. Mais c'est un moyen mémotechnique souvent utilisé de dire qu'on va utiliser ce TDS est égal à DU plus PDV. Alors, hop. Ce qu'on a ensuite sur l'entropie, eh bien donc ça je vous redis la formulation compacte, donc TDS est égal à DU plus PDV DH moins VDP. Les unités de l'entropie, eh bien ce sont des joules par Kelvin. On a également une deuxième chose qui est importante, qui s'appelle le postulat de Nernst, qui dit qu'en fait l'entropie, elle est nulle lorsque la température est nulle, la température en Kelvin, et donc ça veut dire que à moins 273,15 degrés Celsius, l'entropie est nulle pour toute pression et pour tout volume. C'est ce que certains appellent parfois le troisième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si elle est nulle à l'origine, eh bien, ça veut dire que plus la température augmente, plus l'entropie augmente. Et donc, si on veut diminuer l'entropie, on va diminuer la température. Si on veut augmenter l'entropie, on va augmenter la température. Alors, c'est aussi un peu lié à ce que certains parfois appellent également le désordre, en se disant que voilà, dans un gaz, il y a plus de désordre que dans un liquide, et donc l'entropie est plus élevée, mais au final, on remarque que pour un même gaz ou pour un même élément, forcément, l'entropie du gaz sera à plus haute température que l'entropie du liquide, que l'entropie du solide, et vous pouvez aussi voir ça comme une forme de ce que je vous disais qui est le désordre, parce qu'en fait, dans un solide, les molécules sont fixes, elles sont figées à une place, elles ne bougent pas. Dans un liquide, elles bougent un peu plus. Et dans un gaz, les molécules se meuvent beaucoup plus librement. Okay, donc ça revient aussi avec la notion que certains disent de désordre, qu'on voit plutôt dans les cours de chimie. De qu'est-ce que l'entropie et c'est le désordre, on voit ici que c'est plus que ça, parce que l'entropie est liée à deux choses, donc à la température, mais à aussi donc, ce qui se voit au travers de l'enthalpie, mais aussi aux forces de volume et de pression. Donc enthalpie, énergie interne, donc, surtout liée à la température, mais on voit aussi que la pression et le volume interviennent là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut voir également de l'entropie? Eh bien, l'entropie, elle vient de deux choses distinctes. En fait, on va voir que les irréversibilités, elles sont soit internes au système, soit elles sont externes, donc ça veut dire qu'elles viennent d'échanges avec l'extérieur. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, les irréversibilités internes au système? Eh bien, ce qu'on a dit tout à l'heure, des irréversibilités, ça peut être quel type? Et souvent, en fait, les irréversibilités dans un système, ça va être des frottements internes. Tout ce qu'on avait tout à l'heure, donc quand on disait, mais tiens, j'ai l'intégrale de VDP plus WF, et si je fais du coup une compression dans un piston et puis que je relâche,
il ne va pas revenir exactement à la même position. On a dit à cause des frottements. Eh bien, en fait, effectivement, ces frottements vont créer l'irréversibilité. Pour rappel, c'est pas des frottements contre la paroi, etc. C'est même les frottements en interne, en fait, fluide contre fluide, donc molécule contre molécule, qu'il va y avoir des frottements et donc qu'on va avoir des irréversibilités. Les irréversibilités qui sont externes, eh bien ça, ce sont des irréversibilités liées avec des échanges de chaleur avec l'extérieur. Eh bien parce que si justement on amène de la chaleur, eh bien ma température va augmenter et donc je vais avoir l'entropie qui augmente. Ou à l'inverse, si je refroidis mon gaz en cédant de la chaleur à l'extérieur, eh bien là je vais mon entropie qui va diminuer. Donc on voit bien, ça c'est à nouveau donc un échange qui est lié. Pourquoi est-ce qu'il y a une irréversibilité? Ben là, on l'a vu à chaque fois qu'il y a un transfert de chaleur qui est dû à un gradient de température, il y a une irréversibilité. Et en fait, donc ça c'est ce qu'on appelle des irréversibilités externes parce qu'il y a des échanges de chaleur avec le système, mais ça pourrait être un échange de chaleur à l'intérieur du même système. Et donc, s'il y a des zones différentes, à des températures différentes à l'intérieur de mon système, je pourrais également avoir des irréversibilités internes à l'intérieur de mon système. Et donc, les irréversibilités internes, c'est soit du frottement, soit, et c'est plus rare, mais donc des échanges de chaleur à l'intérieur de mon système, ou alors avec l'extérieur, donc des irréversibilités d'échange de chaleur avec l'extérieur. Eh bien, que nous dit le second principe par rapport justement à cette notion d'entropie et à ces irréversibilités internes ou externes? Eh bien, le second principe nous dit que les irréversibilités internes, elles sont toujours positives ou nulles. Donc ça veut dire que ces irréversibilités, quand j'en ai, eh bien, ça ne peut faire qu'augmenter l'entropie de mon système. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, donc, on peut revenir 2 secondes avec justement ce qu'on avait, notre cas ici, le système précédent. Eh bien, j'ai une température 1 qui est plus élevée que ma température 2 et j'ai un échange de chaleur, donc à nouveau dans mon système qui, ici, sur l'extérieur, est isolé de tout. Eh bien, donc là, l'énergie, la chaleur, la quantité de chaleur totale, elle est conservée. Et je vais regarder en fait quelles sont les irréversibilités internes que je vais avoir dans mon système. Eh bien, je vais avoir quoi? Eh bien, j'ai un flux de chaleur, donc il est positif vers T2, et donc je vais avoir Q sur T2, parce que là on va dire que ici je n'ai pas de mouvement à l'intérieur de mes molécules, donc je n'ai pas de frottement, j'ai juste un transfert de chaleur entre les deux, et bien je vais avoir Q2 sur T2, Q sur T2, le même flux de chaleur, sauf qu'ici pour T1 il est négatif parce qu'il part en fait de la partie qui est à température T1, donc je vais avoir moins Q sur T1, et donc je vais avoir Q fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. Comme T1 est plus grand que T2, eh bien j'ai forcément que 1 sur T1 du coup est plus petit que 1 sur T2. Et donc 1 sur T2 moins 1 sur T1, ça c'est plus grand que 0. Parce qu'ici je peux passer donc le 1 sur T1 à droite. Et donc je vais avoir que ce terme, bien 1 sur T2 moins 1 sur T1 est plus grand que 0. Et donc le tout fois Q, eh bien j'ai donc un DIS qui est plus grand que 0. Ah, donc le fait que j'ai un gradient thermique à l'intérieur ici, même sans frottement, etc., eh bien ça va me créer une variation interne d'entropie qui est positive. Et donc l'entropie de mon système a augmenté. Et c'est pour ça que je ne peux pas en fait revenir à l'état d'origine. Ok, alors on va regarder ensemble maintenant d'autres énoncés. Donc ça c'est vraiment ce qu'on avait ici, donc c'est-à-dire que DIS est plus grand ou égal à 0. Donc ça c'est vraiment le second principe sous forme mathématique. Mais il y a également 2 physiciens célèbres, 2 thermodynamiciens célèbres qui ont donné une interprétation française, entre guillemets, donc un énoncé français de ce second principe. Le premier, c'est l'expression donc de Kelvin qui nous dit en fait que dans un système qui est cyclique, il est impossible de convertir totalement en travail de la chaleur extraite d'une seule source à température constante. Donc en gros, ce que nous dit Kelvin, si je devais le représenter, eh bien il dit que si j'ai une source de chaleur ici, hop, avec une certaine température, eh bien
si j'ai un flux de chaleur, si vous vous souvenez, on disait, mais tiens, en fait, j'ai un flux de chaleur qui va venir s'établir, je place ici un système et je vais avoir un autre flux de chaleur vers la source froide. Et ce qu'on avait dit, c'est que la thermodynamique, elle essaye de venir se placer ici entre les deux flux de chaleur, donc on va appeler Q1 et Q2, pour produire un travail moteur. Ok, et bien, qu'est-ce qu'il nous dit Kelvin? Il nous dit que ça, c'est pas ça qu'il veut faire. Lui, il dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe lorsque j'imagine un système dans lequel j'ai en fait une température, une seule source, et plutôt que de transférer un flux de chaleur vers une source froide, ben je vais transférer tout en travail moteur. Ça marche aussi, il pourrait dire, oui, bah, tiens, au lieu d'avoir une source chaude, j'ai une source froide, et je mets un système qui transforme ma chaleur froide en travail moteur. Eh bien, en fait, ce que Kelvin dit, eh bien, c'est que ça, transformer entièrement un flux de chaleur Q, ou ici un autre flux de chaleur Q, en travail moteur, eh bien ça, c'est pas possible. Ça, c'est ce que nous dit l'expression de Kelvin. L'expression de Clausius, elle nous dit que dans un système cyclique, il est impossible de transférer de la chaleur d'une source froide à une source chaude sans apport extérieur. Et ça, on verra, c'est un peu plus compliqué à bien comprendre. Mais donc là, c'est de dire, bah, tiens, j'ai une source froide qui est à une certaine température ici, T froide. Ici, j'ai une température T chaude. Et même si ça paraît évident, eh bien, je ne peux pas avoir, en fait, ceci, donc c'est-à-dire un transfert de chaleur du froid vers le chaud sans apporter de travail moteur. Lui, il disait, ok, il faut apporter du travail moteur. Et donc, en gros, si je ne fais pas ça, le système ici est impossible. Ça sont pour les énoncés dits historiques. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, donc le premier énoncé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas correct? Qu'est-ce qu'il nous apprend, en somme? Eh bien, ce qu'il nous dit, eh bien, c'est que si on pouvait faire ça, eh bien, le flux de chaleur, il diminuerait l'entropie de la source, mais donc parce que donc on aurait une source de chaleur dont on extrait de la chaleur, eh bien, son entropie diminuerait, mais si je ne fais que produire du travail, eh bien, il n'y a pas une compensation d'entropie ailleurs. Hein. Et donc, en fait, d'habitude, normalement, ce qui se fait, eh bien, c'est, ok, l'entropie de ma source chaude, elle diminue, mais l'entropie de ma source froide augmente d'au moins autant. Et si j'ai pas de source froide pour justement avoir ce transfert d'entropie, eh bien, je ne pourrais pas, en fait, avoir quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est ce que nous dit cet énoncé. Alors, pour le second principe, bah là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si j'ai un transfert, en fait, de la source chaude vers la source froide, eh bien, je vais avoir l'inverse de ce que j'avais tout à l'heure. Hein. Ce que j'avais tout à l'heure, c'était de dire, ben, en fait, j'ai T1 qui est plus chaud que T2. Ok, et ben donc, on avait dit, ben, tiens, j'ai 1 sur T1. Donc, on a dit T1 c'est le plus chaud, donc je vais l'appeler TH pour qu'on voit que ce soit T hot. Eh bien, ça va être du coup 1 sur TH qui est plus grand que 1, qui est plus petit du coup, si j'inverse. Hop. Donc 1 sur TH est plus petit que 1 sur T cold. Et là, bien donc, ça va me faire que, eh bien, j'ai 1 sur TH. Parce que là, du coup, c'est la source chaude qui reçoit. Donc lui, il reçoit ses positifs. Et j'ai donc moins 1 sur T cold. Bah, si je fais ça, donc ça revient à passer ce terme-ci sur la gauche, le membre de gauche de mon équation, eh bien j'ai quelque chose qui est négatif. Eh bien alors, j'ai donc ici un résultat qui est plus petit que 0, et donc mon DIS, parce qu'on avait dit que dans cette situation, je n'ai que des échanges internes, vu que mon système est isolé de l'extérieur, eh bien j'ai l'entropie interne qui diminue, et ça, eh bien, c'est impossible au second principe. Donc là, enfin, c'est contraire au second principe, et donc là, en fait, on prouve bien que cet énoncé, en fait, est une traduction de l'équation mathématique du second principe. Alors, vous vous demandez peut-être maintenant un peu plus concrètement
Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces équations et qu'est-ce que l'entropie? Eh bien, par exemple, on peut calculer l'entropie d'un gaz parfait, qui est un cas très simple qu'on a déjà fait et utilisé donc plusieurs fois dans ces vidéos. Alors, l'entropie d'un gaz parfait, eh bien, on a l'expression générale, donc, qui est l'expression compacte de TdS est égal à du plus PdV ou dH moins VdP. On peut le calculer soit par TdS égale du plus PdV, soit par TdS égale dH moins VdP. Et donc, vous voyez que c'est ça qui est fait les deux fois ici. Alors, on peut calculer en partant donc de du plus PdV. Pour rappel, pour un gaz parfait, du c'est CVdt. Et donc, on a CVdt plus PdV. Ici, on va reprendre ici la pression qu'on va en fait remplacer donc en utilisant l'équation des gaz parfaits, l'équation des gaz parfaits qui nous dit en fait que PV est égal à M RS fois T, RS ou R star, donc R étoile. Et donc on a P qui est égal à M R S T sur V. Et donc là, c'est ce qu'on a ici. TdS est égal à CVdt plus M R étoile T sur V dV. Et donc ds, on divise tout par T pour pouvoir intégrer. Comme ça, on aura CV dt sur T. Donc CV, pour rappel, pour un gaz parfait, c'est une constante. Et alors, on aura MR. Ça tombe bien ici, quand on divise par T, le T se simplifie. Et donc, on a dV sur V, ce qui va nous donner que delta S est égal à CV fois log. Pour rappel, ça c'est la notation anglaise. Donc, le log est un ln, vu qu'on intègre 1 sur T, plus MRS log de V sur V. Ok, et en fait, eh bien, on va avoir quelque chose ici de similaire, sauf que dH ici c'est CPdt, et ici on va avoir VdP, et donc VdP, là on repart de PV égale MRST, et donc V est égal à MRST sur P, et donc on a au final ds est égal à CPdt sur T, moins MRS dP sur P, et ça on pourra voir, si vous voulez, on pourra faire le calcul ensemble dans une séance d'exercice pour montrer qu'en fait, cette différence CP et CV, eh bien, en fait, la différence CP et CV, CP moins CV, c'est MR étoile, et en fait, MR étoile, du coup, va également être la différence qui va être entre le log de V sur V et le log de P sur P. Ok, donc on obtient au final exactement le même résultat. Ça, c'était pour l'exemple concret sur comment calculer pour une l'entropie d'un gaz parfait pour une transformation quelconque qui part d'un point initial vers un point final. Donc c'était ça, j'ai oublié de le dire, que lorsqu'on intégrait, on intègre du point initial I au point final F. Et donc ça marche toujours, et vous verrez en fait que lorsqu'on a par exemple une isotherme, donc là T est égal, et bien il reste juste le deuxième terme, si on a une isochore, etc. Et donc on utilisera ces formules en fonction de la transformation, on prendra celle qui est la plus simple. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'entropie. J'espère que vous avez compris ce qu'était l'entropie. Ne vous inquiétez pas, on va de toute façon continuer à travailler sur ce concept d'entropie qui est tout à fait neuf pour vous. Et j'espère que si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésiterez pas à me poser des questions pour que nous puissions ensemble essayer de mieux cerner ce que c'est que ce concept d'entropie. Bon travail!